Donc avec plaisir, je me présente, Florence Zambricourt. Donc je suis auteure et coach. J'ai un petit livre à la librairie sur le self-leadership, comment développer son self-leadership. Et si vous êtes déjà passé le récupérer ou si vous allez en récupérer un, sentez-vous libre de revenir me voir faire un petit coucou que je puisse vous le dédicacer. Donc une de mes spécialités, c'est de développer le self-leadership en entreprise, mais c'est aussi d'accompagner pour accélérer la capacité à changer. Et donc, dans ce dernier bloc, on va parler de la gestion du changement et on va aussi parler de l'engagement. J'accompagne managers et équipes, en fin de compte, à prendre la main ou reprendre la main sur leur futur en définissant clarté, en créant de la clarté et des actions. Et c'est vrai que souvent, à travers ce type de travail, je les aide à accélérer leur capacité en changement, je les aide à libérer les talents et à créer de l'efficacité collective. Alors, je vois que je suis peut-être un petit peu en avance, mon timer n'a pas encore commencé. Juste pour être sûr de ne pas vous garder trop longtemps. Et la façon dont j'ai construit cette intervention, je vais un petit peu vous présenter certaines des choses que j'utilise. Et puis après, je vais vous inviter à poser des questions. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent au fur et à mesure, notez-les rapidement. Et puis, on prendra un moment pour justement avoir un échange. Où là, j'embaucherai peut-être quelqu'un à m'aider à faire passer le micro, parce que j'aurais peut-être du mal à faire à la fois modératrice et conférencière. Donc le changement, c'est quand même vraiment un sujet d'actualité. C'est difficile de parler business sans changement. C'est même difficile de parler tout et n'importe quoi sans changement. On aimerait que le changement devienne un petit peu comme une habitude. En tout cas, il y a une chose qu'on sait, c'est que le changement est devenu obligatoire. Et cette citation de W. Edward Deming, un statisticien du XXe siècle, m'a toujours beaucoup inspirée, parce que je trouve qu'elle me permet toujours de me reposer les bonnes questions et de ne pas m'asseoir dans le statu quo, dans ce qui est confortable, et toujours régulièrement me poser la question, mais est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire ou est-ce qu'on ne pourrait pas faire différemment? Et donc, c'est vrai que moi, ce que j'aimerais faire, c'est rendre le changement quelque chose de simple, quelque chose de facile. En faire justement comme une habitude, aussi simple que de changer d'une table quand on est à la terrasse d'un café, à décider, donc en fin de compte, je vais m'asseoir un petit peu plus loin parce qu'il y a du soleil sur cette table et je voudrais en profiter, ou au contraire, non, je vais un petit peu rentrer vers l'intérieur parce qu'il pleut et je voudrais me protéger. Quelque part, j'aimerais vraiment que le changement redevienne quelque chose de simple, une habitude de rester en équilibre avec ce qui se passe autour de nous, notre système. Et j'aime bien cette notion de rester en équilibre, car ça permet un petit peu de se réapproprier le mot stabilité. La stabilité, c'est d'être en mouvement continu pour rester en équilibre. Je suis sûre que vous êtes beaucoup à savoir faire du vélo dans cette pièce. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire du vélo sans pédaler, sans créer de mouvement? En général, ça fait ni une ni deux, on monte sur la selle, on ne pédale pas et paf, on tombe. Et ça, en fin de compte, c'est l'absence de mouvement, et l'absence de mouvement crée une absence de stabilité. Donc j'aime bien cette réappropriation, on cherche la stabilité en créant du mouvement pour rester en équilibre, par opposition à l'immobilisme. Et quelque part, le changement, accepter et apprécier de pouvoir être en changement, c'est accepter de toujours créer un petit peu ce mouvement qui nous permet de rester en équilibre. Alors, pour parler changement en entreprise, et il y a énormément de différents types de changements, on y viendra à un moment, il faut un petit peu aussi parler de qu'est-ce que c'est qu'une entreprise. Et jusqu'à maintenant, une entreprise reste un groupe d'individus, une collection d'individus. Et donc, pour faire changer une entreprise ou pour faire changer des process, il va falloir changer ce qui se passe au niveau des individus. Il va falloir les inviter à changer leur comportement. Et la question piège, pouvons-nous changer quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a envie de dire oui à cette réponse, à cette question? Car si quelqu'un me dit oui, moi je veux avoir tous les secrets. Je ne sais pas vous, mais moi, changer mon partenaire ou changer mes proches ou changer mes collègues, je n'ai jamais réussi à le faire. La seule chose que j'ai réussi à faire, c'est les inspirer à changer. Faire naître en eux un besoin que oui, changer pourrait être une bonne idée, parce que j'y trouve quelque chose d'intéressant, parce que ça va me faciliter la vie ou ça va me faciliter ce qui se passe au niveau professionnel. Ça va peut-être me faire gagner du temps.
Donc c'est vrai que pour créer du changement, on doit créer le besoin de changer. Et avec ça, on va souvent faire naître le désir. Et là, il va y avoir une dynamique derrière. C'est ça qui va pouvoir être intéressant. Alors la question que j'aime bien poser, c'est est-ce que manager un changement est une illusion ? Car derrière manager le changement, il y a un petit peu une notion directive. Manager un budget, c'est simple. Enfin, presque. Mais ce sont des chiffres. Les chiffres sont prévisibles. Ils suivent des règles. Ils s'additionnent, se soustraient, se multiplient. Quand on commence à manager une équipe, c'est un petit peu plus compliqué. On a un groupe de personnes et ils ne sont pas toujours prévisibles. Le sens commun n'est pas toujours si commun que ça. Il y a énormément de choses qui jouent dans cette conversation. Et donc, quand on parle de manager un changement, on va à une dimension différente. Ce n'est pas une équipe, ce n'est pas un département, c'est énormément de personnes. Et donc, on peut se poser la question, si on ne manage pas le changement, qu'est-ce qu'on aimerait faire à la place ? Et c'est là où j'invite toujours à prendre une autre position, qui est celle de rendre le changement possible. Alors derrière ça, il y a aussi quelque chose de fort, c'est que j'ai une conviction. J'ai la conviction que les gens aiment bien changer. Et si ce n'était pas vrai, je peux vous dire que nous ne serions pas dans cette pièce pour en discuter. La race humaine, simplement, n'existerait pas. Car aucun couple ne déciderait de faire des enfants. Car s'il y a bien un changement qui est radical, qui passe de tout à rien, c'est bien cette décision. Et on est là pour en discuter, donc les gens aiment bien changer. Le problème n'a jamais été autour du changement. Le problème est autour de la responsabilité du changement, de la prise de décision quand il arrive, du fait de pouvoir avoir quelque chose à dire sur le comment ce changement va se passer. Et donc, quand on parle de rendre un changement possible, on parle de donner la co-responsabilité du changement aux gens qui vont être le plus impactés par ce changement. Et cette notion de plus impacté est importante, car c'est les gens qui vont être le plus impactés par le changement qui pourraient éventuellement créer cette fameuse résistance au changement. Mais cette résistance, on en reparlera parce que pour moi, elle est peut-être un mythe ou elle est peut-être quelque chose que l'on crée plutôt que quelque chose qui existe. Alors, sur le continuum entre manager un changement et rendre un changement possible, il y a énormément de positions différentes. Et j'aime bien le représenter avec ce curseur. D'un côté, on a manager un changement, de l'autre côté, rendre possible. Et tout est dans le jeu où est-ce qu'on va décider de mettre le curseur. Il y a énormément de changements différents. Le contexte va influencer notre décision. Ce qu'on veut créer avec ce changement va influencer notre décision. La taille du changement, les modalités du changement, est-ce que c'est des changements de comportement? Est-ce que c'est des changements d'outils? Ce sont toutes des questions qui vont être importantes à se poser. Mais la question clé pour moi, quand on en vient à se décider s'il vaut mieux mettre le curseur plutôt à gauche ou à droite, c'est de se poser la question sur les ramifications de la méthode qu'on va choisir. Est-ce que la méthode qu'on choisit dans le changement, dans la création de ce changement, est une méthode qui va nous permettre de faire émerger la culture d'entreprise dont on a besoin? Et là, forcément, on va regarder un peu plus loin que l'immédiat, ou que les 12 mois, que les 6 mois ou les 12 mois. On va vraiment réfléchir quelle est la culture d'entreprise dont j'ai besoin et quelle est la méthode par rapport à ce changement qui va la faciliter. Et avec notre conversation aujourd'hui, on va explorer 3 ramifications qui me paraissent fondamentales quand on décide de rendre un changement possible. Et ces 3 ramifications sont connectées à une accélération du changement. Et donc, on va d'abord explorer la notion de temps. Mais avant, je vous donne les 2 autres ramifications. Quand on rend le changement possible, on initie un shift dans le niveau de la culture d'entreprise qui va nous permettre 3 choses. Une, ça va être de gagner du temps par rapport au changement, à la rapidité à laquelle on va pouvoir le mettre en place. La deuxième, ça va nous permettre d'augmenter le self-leadership en entreprise. Et la 3e ramification qu'on va explorer aujourd'hui, ça va être cette ouverture que ça crée vers l'émergence de culture de l'innovation. Il y a d'autres ramifications, mais j'ai trouvé que c'était déjà bien de commencer avec ces 3-là. Puis on m'a dit, tu as juste une demi-heure, donc on va essayer d'être soft. Alors, le gain de temps. Et pour nous inspirer sur cette notion de gain de temps, je vous ai mis cette citation d'un Australien,
un professionnel de la gestion du changement qui accompagne énormément d'entreprises à travers des transformations, donc des projets qui sont assez longs. Et il a vraiment noté à travers tous les projets sur lesquels il a travaillé que si, dès le début, il implique l'ensemble des impliqués avec un système de partage de l'information un peu mode open source, donc on donne l'accès à l'information de manière assez facile, il a pu noter qu'à ce moment-là, il y avait vraiment un engagement, une acceptance du changement qui était multipliée de manière exponentielle. Il est loin d'être la seule personne à dire ça. Gary Hamel fait exactement le même type de conclusion, si vous êtes familier avec son travail. C'est aussi un spécialiste du management qui fait énormément d'accompagnement de transformation. Il a aussi noté, quand on implique les gens dès le début, donc quand on essaie de partir dans la démarche de rendre le changement possible, on a une accélération de l'engagement. Alors, en quoi ça nous gagne du temps ? Eh bien, on va regarder un petit peu sur la ligne du temps, mais pour ça, il faut vraiment la comprendre, cette ligne du temps dans le changement. Et la plupart du temps, on pense que le jour 1 du changement, c'est le jour où on informe tout le monde, on change. Dans 6 mois, on veut être là. Voilà le plan qu'on vous a mis en place. Et souvent, dans ce plan, il y a des formations, il y a de la communication, il y a des activités autres. Et il y a aussi des identifications de mesures qui vont nous permettre de savoir si on a réussi ou pas réussi. Et si les choses sont bien, on a 3 types de mesures. Des mesures immédiates sur l'engagement par rapport aux activités de communication, des mesures ensuite par rapport à l'attitude des gens et peut-être après des mesures par rapport à l'impact sur ce qu'on veut faire avec le business. Ma vraie question, c'est est-ce que le jour 1 du changement est vraiment ce jour où on informe ? De ma perspective, pas du tout. De ma perspective, le jour 1 du changement, c'était le premier jour où on a eu une idée quelque part dans la tête de quelqu'un qu'il fallait changer. Puis en général, dans la méthode classique de la gestion du changement, cette personne va convoquer d'autres personnes, ils vont commencer à en discuter, ils vont avoir des groupes de travail assez réduits, ils vont commencer vraiment à réfléchir, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, s'il faut aller jusqu'à les changements opérationnels, ils vont commencer à réfléchir aux changements opérationnels. Et tout ça, ça va un peu se faire en catimini, ce fameux travail en chambre de préparation. Des moments où on va impliquer des gens comme des change managers ou des L&D pour commencer à réfléchir comment est-ce qu'on pourrait amener ou embarquer les gens, avec la notion qu'on va un petit peu les embarquer, il faut les mettre dans la barque, plutôt que simplement les engager, donc des notions assez différentes. Et puis, on va l'informer. Alors, ce qui est super intéressant quand on regarde cette ligne de temps, c'est qu'il y a un temps de préparation qui est juste pour une petite portion de la population. Et puis, en général, les gens les plus impactés par le changement, c'est ceux qu'on informe au jour X, sont souvent ceux qui ont le moins de temps pour accepter ce changement. Alors que la plupart du temps, ce changement révolutionne ce qui se passe pour eux, quoi. Donc, rendre le changement possible, c'est en fin de compte utiliser ce temps de préparation pour l'ensemble des personnes. Et ça signifie que dès le départ, on va impliquer l'ensemble de la population. Donc là, on peut revenir au vocabulaire qu'a utilisé Erich Hirsch sur ces citations. On va un peu faire de mise en partage open source de l'information. La façon la plus facile de faire ça, c'est de créer des espaces pour des vrais échanges, donc des vraies conversations. C'est vraiment avoir des séances de travail qui peuvent nous permettre d'identifier qui seront nos possibles ambassadeurs qui ont vraiment envie d'être là. Souvent, durant ces sessions de conversation, on va aussi adresser les peurs qui pourraient créer des résistances si on n'en parle pas dès le début. Donc, on va mettre des mécanismes qui sont beaucoup plus dans l'écoute pour justement créer la motivation. Donc, si on revient à la notion initiale, si on veut que les gens changent, on veut en créer le besoin, on veut créer l'envie, et tous ces moments de partage vont pouvoir nous aider à faire ça. Donc là, on voit qu'en fin de compte, les gens vont pouvoir rapidement engager et participer. Et là, c'est ça qui nous permet de réduire le temps sur le changement en général. Alors, c'est juste là, uniquement par rapport à la ligne de temps, mais les notions exponentielles dont parlait Erich Hirsch, elles se traduisent par l'engagement que les gens vont avoir par rapport à ce qui se passe. Et ce qu'on va noter aussi, c'est que souvent, en général, on a un changement de vocabulaire, on a aussi un changement de perspective par rapport à comment on se positionne au niveau du changement. Souvent, quand on implique dès le départ tout le monde dans le changement, on va co-construire le changement, donc on va commencer à avoir ce type de vocabulaire. Mais on ne va pas parler de change manager, on va parler de change enabler, des gens qui justement rendent le changement possible. Alors la deuxième ramification qui est super intéressante, c'est que quand on rend le changement possible,
on met en place des conditions pour augmenter le niveau de self-leadership au sein de l'entreprise. Alors, il faut d'abord comprendre ce que c'est que le self-leadership. Et j'aime beaucoup cette définition. Elle est traduite d'une définition de Bryant et Kazant, des deux Américains qui ont énormément travaillé sur ce sujet. Et donc, le self-leadership, c'est la capacité, le fait d'avoir un sens aigu, de savoir qui on est, où on veut aller, nos capacités, et surtout accompagné avec une capacité pour pouvoir influencer communication, émotion et comportement pour aller dans cette direction. Le self-leadership, à la base, était uniquement associé au leadership. On pensait toujours que quand on développait son self-leadership, c'était dans une intention très précise de devenir un meilleur leader. C'était une perspective très réduite qui vraiment mettait un petit peu le self-leadership dans une boîte. Et j'ai été ravie en 2021 de voir McKinsey faire un rapport sur les compétences nécessaires pour le futur du travail et pour le 21e siècle. Et vous pouvez voir que là, en bas à gauche, on a le box self-leadership où il y a 4 compétences qui sont mises en avant. En fin de compte, il y en a beaucoup plus quand on développe son self-leadership. Mais là, les 4 compétences mises en avant, c'est la connaissance de soi, la gestion de soi. Après, la notion de entrepreneurship qui va se traduire en intrapreneurship quand on est à l'intérieur d'une compagnie. Et puis la notion de pouvoir se poser des objectifs et les atteindre. Donc il y a la notion de persévérance, de détermination, de capacité à vraiment aller jusqu'au bout de ce qu'on fait, qui sont tous des éléments qu'on développe quand on renforce son self-leadership. Alors si on fait un petit graphe où on met le self-leadership vertical, c'est là où ça va être intéressant quand on va commencer à penser innovation. Quand on augmente en self-leadership, on va avoir le type de choses qui vont apparaître. On va avoir des gens qui ont une meilleure capacité critique, donc de pouvoir se remettre en question, de pouvoir regarder les choses avec un petit peu un angle différent pour challenger le status quo. Ça va être quelque chose de vraiment important. On va aussi voir des gens qui sont bien mieux à même de gérer les émotions. Et si on peut mieux gérer nos émotions, en général, on gère mieux les émotions des autres. Et ça nous donne la possibilité d'avoir des conversations où on va pouvoir être en désaccord. La capacité d'avoir une conversation et d'être en désaccord avec quelqu'un pour après en extraire quelque chose d'intéressant est très très important si on veut pouvoir faciliter l'innovation. Parce que l'innovation vient de cette friction intellectuelle par rapport à nos idées. Donc on va voir ça aussi apparaître. Pourquoi on voit ça apparaître quand on rend le changement possible? Parce que le fait d'impliquer tout le monde dans la conversation, c'est d'abord, on va partir du principe que les gens ont la capacité à réfléchir. On va partir du principe qu'on peut avoir des conversations adulte à adulte. On va partager l'information, ce qui va donner une capacité à pouvoir avoir des vraies conversations. Quand on a tous la même information, on peut tous en discuter. Et c'est tous ces mécanismes-là qui nous permettent d'augmenter la capacité du self-leadership. Là où ça devient intéressant, c'est qu'en même temps que ça va augmenter la capacité de self-leadership au sein de votre entreprise, ça va aussi augmenter le niveau de confiance entre individus. Et plus généralement, on va parler d'une augmentation de la sécurité psychologique. Parce que, par exemple, les gens sont capables de mieux gérer leurs émotions. Ça veut dire aussi que si quelqu'un est en désaccord avec moi, je vais être capable de faire la différence entre il est en désaccord avec mes idées, mais ça ne veut pas dire qu'il me manque de respect ou qu'il ne sait pas m'apprécier. Donc, je vais être capable d'accepter qu'on puisse être en désagrément et en tirer quelque chose de constructif si on mène la conversation jusqu'au bout. Je vais être aussi capable de me planter. Parce que je sais que si je me plante, je peux en parler, je peux l'exprimer et je peux gérer l'émotion qu'il y a derrière. De la même manière, je vais être capable de donner aussi du feedback à mes collègues si quelque chose ne va pas. Donc ça va nous permettre aussi d'augmenter cette sécurité psychologique. Et c'est là où ça devient super intéressant. C'est là où il y a cette ramification, troisième ramification, qui est l'ouverture à une culture de l'innovation. Pour permettre l'innovation d'entreprise, ce n'est pas de la magie, c'est vraiment de la consistance autour du développement de 2 capacités, qui est le self-leadership et la sécurité psychologique. Et quand on a un haut self-leadership et une confiance, une sécurité psychologique élevée, on se retrouve dans ce coin là-haut, à droite, jaune, où on peut justement avoir l'innovation qui se passe. Car on peut partager l'information, on peut échanger les idées, on peut tester, réessayer, on peut échouer, essayer encore. Les 3 autres corners sont légèrement moins générateurs d'innovation. Donc, on va un petit peu les laisser de côté. On va vraiment se concentrer sur ce qui se passe là. Alors, quand je vous dis ça, je ne suis pas la seule qui pense ça. Là, c'est un extrait du livre
justement 4 leviers pour augmenter la sécurité psychologique en entreprise. C'est une citation de Timothy R. Clark, qui, pour lui, comme la façon dont il décrit l'innovation, il va voir que c'est quelque chose qui ne peut qu'arriver si on a une friction intellectuelle élevée et une friction sociale faible. Et c'est exactement ce dont on vient de parler. Le self-leadership élevé permet cette friction intellectuelle élevée. La psychologie, la sécurité psychologique permet cette friction sociale faible. Donc, dans les éléments qu'on a explorés, qu'on utilise comme levier pour justement rendre le changement possible et derrière ça, accélérer la capacité à changer qu'on veut développer, on en a en fin de compte déjà exploré 5 à travers notre conversation. Je vais les faire ressortir pour vous les mettre en valeur. Le premier, c'est vraiment créer l'espace pour avoir de vraies conversations. Dans les méthodes traditionnelles du changement, on a énormément de sessions d'information où on informe de ce qui se passe, mais on a très peu de sessions de conversation où on discute de ce qui se passe et on écoute toutes les différentes perspectives. Donc ça, c'est vraiment le premier outil. Il est assez magique parce que justement, les gens se sentent valorisés, ça va créer l'engagement qu'on cherche. Ça nous permet aussi, dès le début, d'identifier les gens qui vont avoir plus peur, car c'est eux qu'il va falloir rassurer pour éviter qu'ils se mettent en mécanisme de défense. Car en fin de compte, la résistance au changement, c'est juste un mécanisme de défense, car je n'ai pas la responsabilité ou l'ownership de mon changement. La deuxième chose qu'on a explorée, c'est cette notion de repenser nos rôles. Quand on arrive à impliquer tout le monde dès le début, si on est un leader, on repense obligatoirement notre rôle, entre autres le fait qu'on n'est pas là pour avoir toutes les réponses, mais on est là pour faciliter la création collective de la réponse. On va aussi repenser notre rôle, qu'on est là pour permettre l'efficacité collective, plutôt que juste utiliser le collectif. Des notions assez différentes. Et derrière ça, il y a cette notion aussi de repenser les mots qu'on utilise. Et là, on pourra faire un lien avec les 2 sessions suivantes qui vont nous parler du storytelling en entreprise, parce que justement, il y a un jeu avec les mots qu'on peut utiliser. Mais je vois par exemple le nombre de fois où j'arrive sur des projets de transformation et la première chose qu'on me dit, c'est les gens résistent au changement. Si on part avec ce précepte de base, forcément votre changement va mal se passer. Si vous partez avec le précepte de base que les gens aiment changer, ils ont juste besoin de savoir comment ça va les impacter, on part quelque chose de différent et on va chercher une communication différente et des mots différents. Quand on parle de transformation, on fait peur. Quand on en parle d'évolution, on donne des éléments plus stables parce qu'une évolution signifie qu'on n'efface pas tout ce qu'il y a eu avant. On part, on monte un petit peu comme les escaliers, on s'appuie sur ce qui existe déjà. Donc cette notion de choix des mots va vraiment être importante. Et puis les 2 derniers points, je vais les faire apparaître ensemble parce qu'ils sont très connectés. Pour identifier, pour pouvoir faire un changement, qui souvent veut dire on va mettre en place des nouvelles choses, il faut identifier ce qu'il faut désapprendre. Et là, on va faire un lien immédiat avec la culture d'entreprise. Quand on leur rend le changement possible, on part sur une dynamique où on va modifier la culture d'entreprise et ouvrir la porte à une culture d'entreprise qui sera peut-être plus dans l'efficacité collective. Et donc, pour ça, il faut aussi désapprendre certaines choses. Donc, il faut prendre le temps d'identifier quels sont les comportements dans notre culture qui nous empêchent d'aller vers le changement qu'on veut créer. Alors, avant de prendre vos questions, je vais quand même en avoir une pour vous. Qu'allez-vous faire dans les mois qui viennent pour rendre le changement possible et avec libérer talent et efficacité collective? Et donc maintenant, avec plaisir, pour prendre vos questions, il nous reste 7 minutes pour ça. Ouais. Non, ça ne marche pas encore. Alors attendez, on va d'abord... Ça, c'est le joie de l'autonomie et d'être à la fois la modératrice et le speaker. Non. Voilà. On va utiliser le même micro, comme ça on va faire les allers-retours, mais ça va nous faire avancer. Quelqu'un?
Et je crois que j'ai solutionné le souci. Bonjour, Marie-Fleur, moi je travaille sur des projets de transformation et d'évolution. On nous recommande souvent de commencer par les managers pour transformer les organisations. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, moi, je suis tout à fait d'accord, parce que les managers peuvent être vraiment des vecteurs, mais je suis d'accord, enfin, il y a plusieurs choses. Comme je vous ai dit, il y a un curseur. Donc déjà, informer les managers et les utiliser comme des vecteurs, c'est fantastique, puisqu'ils ont la capacité de nous faire remonter beaucoup de choses de ce qui se passe dans leurs équipes. Donc ça va être aussi comment est-ce qu'on va les utiliser. Est-ce que c'est juste pour les informer, mais on va leur dire surtout ne dites rien. Donc on va rester plutôt sur la dynamique manager le changement. Mais si c'est pour les informer, leur donner un package, on change, on ne sait pas trop comment on va changer, on ne sait pas trop ce que ça va vouloir dire, on aimerait bien collecter de l'information, voilà le package et on vous accompagne pour faire ça. Là, on va être dans la dynamique de rendre le changement possible. Donc c'est pareil, c'est la façon dont on va le faire qui va faire la différence et nous faire mettre un curseur plutôt à gauche ou à droite. Évidemment, je vais vous dire, il n'y a pas de bonne et mauvaise façon, parce que là, ce serait une bataille d'ego. C'est quelle est la façon dont vous avez besoin pour ce que vous voulez créer. Après, moi, spontanément, quand j'accompagne les gens, je vais toujours recommander de rendre le changement possible, parce que ça crée du véritable engagement. Et ça va faire monter en capacité de self-leadership l'ensemble de la compagnie, ce qui va permettre après de développer de l'autonomie qu'on va pouvoir utiliser sur d'autres choses. Voilà. Bonjour. Vous avez dit tout à l'heure que pour créer le changement, il fallait donner du sens, créer le besoin et susciter le désir. Comment vous suscitez le désir dans une conduite du changement que les employés n'ont pas toujours choisi ? Alors, là, il va y avoir aussi, la réponse, elle ne va pas être noire et blanche. Ça va être à quel moment commencez-vous à vouloir créer ce changement. Donc, les employés n'ont pas forcément choisi. Mais à quel moment ils ont été impliqués ? Si c'est au jour X et qu'on a déjà tout décidé pour eux, là, ça va être très, très difficile. Parce que la communication a probablement déjà été prévue, il y a probablement déjà un texte, des choses comme ça. Si c'est au jour, vraiment le premier jour, où on se dit, là, il faut qu'on change parce qu'en fin de compte, on ne gère pas assez de revenus. Donc, à long terme, on n'est pas viable. Il faut vraiment qu'on change et qu'on commence à avoir des conversations avec les équipes sur, pour vous, quelle serait la narrative que vous aimeriez écrire ? Si on avait une vision pour cette entreprise, qu'est-ce que vous aimeriez que cette vision soit ? Là, on peut commencer à créer une narrative avec eux. Et à ce moment-là, on va partir sur une dynamique très différente parce qu'ils vont être partie prenante de ce qui se passe. Et on va pouvoir identifier des gens qui vont peut-être avoir des super idées, qui sont possibles d'avoir en production, ces idées, ou en première ligne avec les clients, mais qu'en haut, dans les sphères managériales, ils sont incapables d'avoir parce qu'ils n'ont pas cette fibre, ils n'ont pas cette connaissance de ce qui se passe sur le terrain. Et entre les deux, il y a beaucoup de choses. Mais souvent, quelque chose qui fonctionne bien, c'est d'impliquer les populations pour leur faire écrire eux-mêmes la narrative. Et si vous savez qu'il y a des gens qui ont peur de ce changement, qui ne le veulent pas, trouvez un moyen pour qu'ils puissent se l'approprier. Là, on va encore pouvoir prendre une ou deux questions. Merci pour votre présentation. Vous parliez tout à l'heure du fait qu'il fallait donner la co-responsabilité du changement aux personnes, notamment qui sont les plus impactées. Comment vous faites le lien entre ça et les personnes qui... Alors, de ce que j'ai compris, il y a 3 types de personnes qui sont face au changement. Les personnes qui sont réfractaires, le fameux ventre mou au milieu, et les personnes qui vont vers le changement. Et du coup, à qui vous donnez cette co-responsabilité dans ces personnes-là ? Donc là, quand on parle de donner la co-responsabilité, c'est quand on part sur des modèles où on va vraiment impliquer les gens le plus tôt possible. Et donc, on va ouvrir l'espace à donner la co-responsabilité à tous les gens qui veulent la prendre. Et ce qu'on va voir apparaître, c'est en fonction du type de personne. Il y en a qui vont être vraiment dans l'engagement, ils vont vouloir participer, ils vont devenir spontanément ambassadeurs. Il y en a qui vont plus être dans les ventres mous, on suit un peu. Et il y en a qui vont être plutôt dans « ça me fait peur ». Mais au moins, comme on va pouvoir leur parler dès le début, on va pouvoir adresser leur peur. Il y a la beauté d'avoir ces conversations assez tôt et d'ouvrir l'espace pour avoir des vraies conversations, pas juste de la séance d'information. C'est justement d'adresser les peurs. On sait que dans le changement, il y a un moment du changement, il faudra rassurer. Il y a un moment, il faut créer ensemble. Mais ce type de modèle, on peut l'appliquer à l'extrême. On peut très bien se retrouver dans une situation où on dit, on sait qu'il faut qu'on change, mais on n'a aucune idée de quoi changer.
Ça demande énormément de vulnérabilité de la part des équipes managériales, mais c'est fantastique parce que ça ouvre une porte énorme. Et donc après, on ne sait pas comment changer, on vous invite à commencer à nous donner des idées. Toutes les idées ne pourront pas être prises, ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est de faire remonter le maximum d'intelligence collective. Encore une question ? Bonjour. Dans le cadre de l'accompagnement de la conduite du changement, est-ce que vous définiriez des limites sur la taille du projet pour la conduite du changement? Parce que j'imagine que ce n'est pas la même chose si on s'adresse à 10 000 personnes ou à 5 personnes. Donc si j'entends bien, c'est par rapport au choix manager versus rendre le changement possible. Est-ce qu'il y a des recommandations par rapport à la taille du projet? Pas spécialement. J'ai travaillé sur rendre le changement possible avec des tout petits projets. Des fois, c'est en général plus facile. Et comme j'ai aussi travaillé là-dessus avec des très gros projets, et on peut aussi prendre une approche plus de management changement avec des petits projets ou des grands projets. Par exemple, par rapport à ce que vous me décriviez juste au début de la séance, où je me rappelle avoir mis en place des changements d'outils informatiques, où on a rendu le changement possible dès le départ. Et ça a été beaucoup plus fluide que les fois d'avant, parce qu'en fin de compte, on a identifié qui dans le business étaient vraiment les utilisateurs des produits, ceux qui allaient être impactés, et on leur a donné la responsabilité de changer leur process avant même qu'on mette l'outil en place. Idéalement, dans ce cas-là, tu peux même aller jusqu'à la possibilité de les impliquer dans le choix de l'outil de remplacement. Et là, c'est encore mieux, parce qu'en fin de compte, ils se sentent vraiment partenaires. Et là encore, on va faire une évolution de notre rôle. Au lieu de se placer en tant que fournisseur, par exemple, si on est IT, on va se placer en tant que partenaire avec notre business. Si on est un facilitateur de changement, au lieu de se présenter comme quelqu'un qui coordonne, on va se présenter plutôt comme quelqu'un qui associe une évolution de pensée. Merci encore pour votre présence. On va passer à la session suivante. On va avoir nos collègues de Cartoon Base qui vont nous emmener sur des sujets vraiment intéressants.